sa retraite, Jacques s'est installé à Vaux, le village de son enfance. Pour lui, une seconde vie va commencer. Entre l'association Patrimoine et Histoire de Vaux, le comité environnement de KNS, le comité économique, social et environnemental, l'organisation de raids dans la région et tous les jours la traite de ses vaches, il n'a pas une minute à lui. Le matin de bonne heure, en principe, c'est à la première heure, hein, au petit jour, là, parce que la vache, elle appelle le veau aussi, le veau a soif. Alors, c'est la première activité de la journée, c'est la traite. C'est un bon moment, hein, surtout quand le temps est beau. Et puis quand on a un peu de brouillard, un peu de fraîcheur, c'est très agréable. Jacques est un témoin lucide des 40 dernières années. Une période de turbulence pour le pays qui cherche sa voie entre un développement industriel effréné et son passé colonial encore très présent. Mais il est aussi un acteur engagé dans la construction du pays. Il a pris conscience très tôt que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dépend moins de ses exportations de nickel que de sa capacité à mieux partager ses richesses, à protéger ses ressources naturelles, à construire des passerelles entre les communautés et à tisser des liens entre les hommes. Je suis issu de Vaux, je suis né à Vaux. Du côté paternel, nous sommes issus de la Picardie. Le premier loquet est arrivé en fait à Coné en 1883. Ils font partie de la première vague de colonisation de Coné. Et on s'est décalé après vers Vaux. Et ça, c'est ma lignée côté paternel. Le côté maternel, mais de famille américaine, en plus, un Américain noir qui s'appelle Oxford, qui est pêcheur de baleines, qui va embarquer sur un baleinier à Sydney. À l'époque, 1860, il y avait une forte concentration de baleiniers à Sydney. Ils venaient pêcher dans nos eaux, en particulier dans un secteur qu'on appelle les Chesterfield. Leur bateau, il va couler. L'équipage est récupéré par un autre bateau et déposé. C'est comme ça que le sieur Oxford, dont je suis issu, va faire souche en Calédonie. Il va habiter en bas, à l'embouchure de la Moinda, en haut de Poya. Et il vit seul. Et il est à la recherche de l'âme sœur. Et juste à côté de chez lui, là, il y a la tribu de Népou. Alors il ne va pas chercher loin, il va trouver la fille, la tribu de Népou. Ils fondirent leur foyer, ils eurent beaucoup d'enfants, comme on a tendance à le dire. Et ces enfants vont se marier avec des gens qui viennent encore de métropole. On est en pleine phase de colonisation. Se marier par exemple avec des gens qui viennent de Bretagne, famille Herouet et Herouette. Et voilà, ce brassage fait que vous avez devant vous là, le joli personnage là, qui s'appelle Jacques Loquet. Vaux est resté longtemps un petit village traditionnel de brousse, traversé par une piste chaotique et poussiéreuse, avec de part et d'autre ses bicoques coloniales en bois et en tôle, aujourd'hui en ruine. Quand la nuit tombait, les maisons et les cases s'illuminaient à la lueur des bougies ou des lampes à pétrole. De cette époque, il reste quelques maisons et un monument en baie de Gatop. Le monument a été érigé en fait en 1863 pour la mémoire du lieutenant Krieger qui est mort ici. Le lieutenant Krieger qui dirigeait une compagnie de la marine installée en haut sur le haut ici là. Ils avaient créé un fort parce qu'ils venaient au fait dans le cadre d'une opération de pacification. Opération de pacification des tribus qui se rebellaient contre l'arrivée des Européens, les tribus du nord de Vaud installées au bord de mer là-bas, les tribus de Point-Gay et de Point-Loche. Et ces tribus avaient attaqué deux voiliers qui s'étaient échoués au plateau des Massacres un peu plus bas. Ils ont attaqué les deux voiliers et ils ont tué l'équipage. On a retrouvé des restants d'ossements de l'équipage dans une tribu un peu plus reculée sur les terres de Pont-Loche sur le haut, là, Pont-Loche. Et la garnison installée là a mené une opération de pacification. En fait, ils ont rayé de la carte les deux tribus, quoi. Les gens se sont sauvés. Ce sont les gens qu'on va trouver en bas à la tribu en bas de Koumak.
Et ils sont partis sur Koumak, ou alors ils ont traversé la chaîne centrale, ou alors ils sont partis se réfugier dans le fond des vallées qu'on voit partout vers les secteurs de Ouango-Ouarat. Et voilà, ce monument a été érigé à la mémoire du lieutenant qui dirigeait cette compagnie-là. Apparemment, selon le moniteur de l'époque, les restes des gens qui ont été tués là sont également sous cette plaque-là. C'est une histoire, le monument est un repère incontournable de l'histoire de Vaud, hein, c'est le début de la colonisation, 1863, dans la mesure où les premiers colons sont arrivés en 1892 pour mettre en place la caféiculture. Il y a une opération de préparation des lieux, et puis avec la venue de la marine, de l'armée. La région était principalement vouée à la pêche, l'élevage, le maraîchage, mais la principale vocation de Vaud était la culture du café. Elle a été aussi le berceau de l'exploitation minière sur le massif du Cognombo qui a pris fin en 1945. Avec l'implantation de l'usine du Nord, Vaud a renoué avec son passé industriel. Après la guerre, la fermeture de la mine à Vaud a contraint la famille Loquet à quitter la région. Jacques avait 6 ans quand il est arrivé à Thio dans les années 50. Il a fréquenté l'école de la mission et malgré de bons résultats, il a dû interrompre sa scolarité. Il intègre alors la SLN pour une formation de soudeur en apprentissage. Il se souvient de son premier salaire qui s'élevait à l'époque à 2500 francs par mois. C'est là qu'on va vivre la modernité à Thio avec tout ce que ça comporte, l'électricité. Et nous sommes dans un secteur minier très très développé, très mécanisé. C'est le boom du nickel à cette époque-là, dans les années 50-60. Et je vais vivre à Thio près de 50 ans. Et vivre toutes les mutations de Thio, à commencer par le boom du nickel et puis j'ai vécu aussi en direct ce qu'on appelle la phase critique où il y a eu la chute des cours en 1970, quoi. Ben Jacques, il est un peu chercheur, il est un peu comme moi, je suis sûr. Il aime bien toutes ces choses-là. Il y avait beaucoup de copains avec lui là-bas au Botaméré, beaucoup de copains, surtout au chargement des bateaux, tout ça, il connaissait tout ce monde, quoi. Hein. Et après, il a fini dans les ateliers de mission avec moi. On ne peut pas l'oublier, bien sûr, surtout la famille. Le papa, il était chef sur des remorqueurs, avec une bonne équipe d'ailleurs. C'était pas tout le monde qui pouvait amener les chalands et tout ça, c'était vraiment des gens adroits et des navigateurs, hein, voilà. Il y a un gros boulot avec ses remorqueurs et tout ça, quoi. Thio naissance d'un village. On a une photo formidable de la vallée de Thio, avec ici en premier plan le Botaméré, et voilà ma maison. Ma dernière habitation, on avait acheté cette maison puis on vivait là. C'est tellement l'un des plus beaux endroits, des lieux de Thio au bord de mer, au pied du massif du Botaméré, avec bien évidemment le plateau de Thio, le village de Thio là, la mission, le collège Francis Rouget, et là l'église de la mission. On s'aperçoit très bien de l'impact rouge, hein, dans les arts royaux. Très belle photo avec en fond de tableau la chaîne centrale.
Le musée de la mine retrace l'épopée du nickel et permet de découvrir les différentes phases de l'exploitation minière, la prospection, l'extraction et le tri, l'acheminement du minerai vers les usines de traitement. Et là, c'est les premiers appels mécaniques, ça s'appelle l'appel Lima. Premier appel mécanique à câble. Et ici, les premiers trucs, c'est des 15 tonnes ou des 20 tonnes. Et voilà, c'est l'époque florissante, c'est l'époque de 1950. Quand j'arrive, on a déjà sur le plateau de Thio ce genre d'engin, c'est la mécanisation d'exploitation, hein, c'est l'ère de la mécanisation d'exploitation du nickel. Thio était dès 1870 un centre minier actif. Quelques années après la découverte du nickel par Jules Garnier à Dimbéa en 1864, les prospecteurs, attirés par la teneur élevée et les réserves considérables de minerais, parcourent la région, y tracent des pistes et ouvrent des mines dans toute la vallée. L'extraction s'est d'abord faite à la main, ce qui nécessitait une main-d'œuvre nombreuse. Après les bagnards, il a été fait appel à des travailleurs asiatiques, vietnamiens et indonésiens, néo-hébridés, mais aussi japonais et ultérieurement wallisiens et tahitiens. À la fin du XIXe siècle, Thio était déjà un village où se côtoyait une population cosmopolite, comme en témoigne un monument japonais au cimetière. L'histoire de Thio est étroitement liée à l'épopée du nickel. La SLN voit le jour en 1880 et construit ses premières fonderies de minerais, d'abord à Ouroué, puis en bord de mer à Thio Mission. La mine du Plateau, ouverte en 1874, est un massif imposant qui domine toute la région. Elle a fait l'objet d'une exploitation par paliers qui lui donne l'aspect d'une gigantesque pyramide. Après plus de 140 ans d'exploitation, elle est toujours en activité et produit des milliers de tonnes de minerais qui sont acheminés vers Donyambo ou le Japon. L'industrie du nickel est étroitement dépendante des cours mondiaux des métaux et à partir des années 70, quand les cours sont en baisse, l'activité minière se met en sommeil. La crise s'installe, le chômage marginalise une partie de plus en plus importante de la population. De plus, l'exploitation minière s'inscrit dans le paysage comme en témoigne une immense cicatrice au flanc de la montagne, la décharge Wellington, qui, outre l'érosion de la pollution des criques, a entraîné le déplacement de la tribu d'Ouroué. C'est le cas type d'un engravement de lits de rivière du fait de l'exploitation minière. On va exploiter des gisements comme celui du Dinga, sur le haut là. Bien évidemment, on va retirer le minerai, mais tous les produits stériles sont balancés dans les vallées. Et à un moment donné, en période de pluie, ces produits-là vont être transportés et vont engraver, c'est-à-dire vont boucher le lit de la rivière. La Calédonie, ça a été ça. En fait, on est venu chercher la crème, hein, c'est-à-dire le minerai riche pour faire des coups de fric, quoi, hein. Et la notion de développement durable, à l'époque, ce n'était pas pris en considération. Aujourd'hui, il faut valoriser au maximum ces exploitations. Il faut revenir dessus, récupérer le minerai. Il y a beaucoup de petits minerais maintenant valorisables. Et puis profiter pour mettre en place un programme de réhabilitation, c'est-à-dire de reboisement, de gestion des eaux, de façon à limiter, à stopper l'érosion. Et à recréer un couvert végétal pour stabiliser les sols. J'ai vécu également en direct les méfaits de l'exploitation minière sur le plan environnemental, avec tous les impacts que ça comporte. Et j'ai suivi de près en fait, les réactions des populations, ce qui fait que c'est à partir de là qu'on va s'engager, que je vais m'engager sur le plan environnemental, prise de conscience que la Calédonie, ce n'est pas uniquement du nickel, mais la Calédonie, c'est un pays très riche avec une biodiversité unique au monde. L'économie, c'est un fait, le nickel, c'est un fait.
Et l'environnement, les hommes qui l'habitent, à notre avis, à mon avis, c'est quelque chose de peut-être plus important. Les premiers combats sont menés à Thio dans le cadre d'une association que j'avais appelée Comité écologique, qui a muté par la suite vers une association beaucoup plus territoriale, Action Biosphère. L'exploitation minière n'est pas la seule cause de la destruction de l'environnement à Thio. Les feux de brousse y ont également des conséquences dont tout le monde n'a pas mesuré la gravité. Dans le cadre des démarches associatives, on s'est attaqué au problème avec la préparation d'un dossier qui s'est intitulé Écran vert. Alors on a créé une structure là-bas, et la cellule du feu. Et puis on s'est équipé de moyens parce qu'il n'y avait rien, aucun dispositif mis en place. On s'est dit, on est en train de foutre le pays en l'air, on est en train de détruire notre couvert végétal, notre biodiversité, il faut réagir. Et on a réussi à récupérer du matériel, on a mis en place un dispositif de lutte contre les feux. Vieux camions récupérés, ainsi de suite. On a mis en place un système de permanence. Et à chaque feu qui se déclarait, on intervenait. Et puis, il s'est avéré qu'à un moment donné, on a perdu personne chère, Myriam Camuset, qui est morte là, en tenant la lance, écrasée par un gros porteur d'Irou. On s'est dit, tant qu'on n'a pas les moyens adéquats, tant qu'on n'a pas les assurances, tant qu'on n'a pas la formation, on n'y va plus. Parce qu'on met des gens en danger. Et c'est là que je vais dire à mon fils Silvio, et Silvio, il faudrait peut-être regarder comment suivre une formation. L'image d'Éloi Machoro fracassant une urne à coups de hache à Canala a fait le tour de la planète. Elle est le symbole de l'insurrection de 1984 qui a ébranlé tout le pays. Quand il y a eu le siège de Thio, c'est là le QG de Éloi Machoro. C'est là que toutes les réunions politiques se faisaient. C'est là aussi que les négociations ont eu lieu avec l'État français, avec les indépendantistes et ainsi de suite. Tout se passait ici. C'est un haut lieu de l'histoire de 84 ici à Saint-Philippe. La Calédonie n'a pas été un pays de partage, excusez-moi. Comme je disais, on a concentré la richesse à 90% en Nouméa. Puis on se pose la question pourquoi que les gens se révoltent dans l'intérieur. Et j'avais dit aux gens, c'est peut-être l'une des causes de la révolution au Canada. Parce qu'on a voulu cacher des choses. On a voulu dire que la colonisation s'est faite pour une condition. On a apporté la civilisation au Canada, c'est ça le discours des Européens. Mais ces cons-là, si on n'était pas arrivé là, ils marcheraient encore à poil. Voilà la réflexion. Quoi. Aujourd'hui, on parle encore de singes dans les arbres. J'ai entendu dernièrement, là, les singes, là, on va les régler, quoi. C'est grave. Et l'histoire fait qu'on a contourné le sens de l'histoire, on a contourné les réalités. On ne veut jamais dire que Mesmer, à un moment donné, a écrit, il a dit qu'en écrivant, il proposait au fait que les populations soient envoyées en Calédonie pour contrôler le plan politiquement le pays, quoi. Et ça, c'est la réalité. Après les événements, Jacques a été très actif à Thio dans les tribus et le village, dans le domaine éducatif, avec le lancement d'une MFR et d'une école de voile, de la culture avec la contribution à la création du musée de la mine, du sport avec l'organisation de raids comme la Trans-Thio, ou encore du tourisme avec la construction du gîte d'Ouroué.
En fait, ça, ce sont pour ainsi dire les vestiges du gîte d'Ouroué qui a été construit dans les années 1980. C'est l'époque où on réfléchissait sur la diversification économique et on a décidé avec le chef de la tribu d'Ouroué de mettre en place cet outil qui était composé de 4 bungalows, une salle de restauration sanitaire et terrain de camping. L'outil s'est mis en place et il a fonctionné quelques années. Thio a parfois eu une histoire douloureuse et mouvementée, et est encore marquée par ces éléments. Mais le village est en train de renaître et de se reconstruire avec des jeunes qui ont des projets et s'investissent autour de pôles d'animation comme le musée de la mine et la toute nouvelle médiathèque. Ancienne mairie, l'état de la mairie auparavant. Avant la rénovation. Ouais, avant la rénovation, tu as raison. Tu as raison, ma fille. Voilà la mairie avant la rénovation, elle a changé de gueule. Hein. C'est un bel ouvrage. C'est eux qui nous ont accueillis à Bouradi, là, voilà, les gens, les nez carrés. On avait là-bas, on restait là-bas à Bouradi. Ça fait plaisir de retrouver Thio après avoir vécu 50 ans là. C'est plein de souvenirs et toute une expérience de vie également. J'avais souvent dit que Thio c'était quelque peu un laboratoire parce que c'était au fait la grande exploitation minière de l'époque, c'était le massif, le plateau de Thio. Et c'était au fait un village très actif avec beaucoup de monde. Aujourd'hui, les choses ont quelque peu changé, quoi. La mine est en situation difficile et la reconversion par elle-même est également difficile. Mais on s'aperçoit que les gens s'accrochent à leur village et sont heureux. Thio, en fait, c'est toute ma vie. Hein. Thio, c'est toute ma vie. J'ai mes propres convictions. Pour ceux qui ont suivi mon parcours, savent qu'à un moment de ma vie, j'étais personnage engagé politiquement. Je militais pour le mouvement indépendantiste parce que j'ai souvent considéré que le droit des peuples n'était pas un vain mot. Le droit des peuples, c'est donner la possibilité à chaque peuple de vivre, de s'exprimer. Et dans une démarche libérée, la colonisation aujourd'hui est un fait qui est reconnu par tout le monde. On est en Calédonie en phase de décolonisation. C'est toujours cette démarche qui m'a interpellé et à laquelle j'ai adhéré. Favoriser la décolonisation du pays pour plus d'égalité, plus de respect, de reconnaissance. La reconnaissance dans la diversité, c'est quelque chose de formidable, ce qui fait la richesse du pays. Nous sommes ici une communauté de destin et j'ai toujours lutté pour le droit à la différence et pour le respect dans la différence. Nul ne détient la vérité. Il faut savoir arriver à composer avec les uns et les autres et de cette composition établir dans la mesure du possible un projet de société le plus juste possible. Un grand voilier sous l'océan a vu surgir à l'horizon ce beau pays, ce paradis, c'est la Nouvelle-Calédonie. J'ai vu surgir à l'horizon ce grand voilier, ces hommes
Jacques Loquet est actuellement à la retraite. Tout à l'heure, il a dit, la retraite, c'est une seconde vie. En fait, c'est à la retraite qu'on va se dire, on va faire ce qu'on n'a pas pu faire dans notre vie. Il y a un foisonnement de projets devant nous qu'on n'a pas pu réaliser, qu'il faut arriver à mettre en chantier. Parce que le temps est compté. Le temps est compté pour nous. On va essayer de porter un maximum de choses pour essayer de donner le meilleur de soi-même. Quand on a pris conscience que notre pays, notre pays d'adoption, parce qu'on vient d'ailleurs en fait, nous a tout donné. Et c'est cette combinaison de partage qui vient toujours à l'esprit. Comment maintenant remercier ceux qui nous ont accueillis durant la colonisation? C'est cette démarche qui est entamée lorsque je vais arriver à la retraite et comment contribuer à la construction du pays d'une façon peut-être particulière, mais en prenant compte des réalités du pays. La Nouvelle-Calédonie est une île dans le Pacifique. C'est pas la France, c'est pas l'Australie, c'est quand même quelque chose de spécifique avec ses richesses, avec ses réalités. J'arrive de Thio avec profondément marqué par les événements, quoi. Je me suis rendu compte qu'on avait une histoire commune qu'on n'avait pas réussi à partager. Je vais dire aux gens qu'il faut qu'on travaille sur notre histoire, c'est important, parce qu'on ne peut pas construire un pays si nos enfants ne connaissent pas leur histoire. Cette conviction a conduit Jacques à fonder avec quelques-uns de ses amis, dans les années 1999-2000, l'association Patrimoine et Histoire de Vaud, une émanation du syndicat d'initiative qui comprend 3 sections, le patrimoine, l'écotourisme et l'environnement. À l'issue de la période de tension que le pays a traversée entre 1984 et 1998, il s'agissait de trouver un terrain pour permettre aux communautés de se retrouver. Suite aux nombreuses rencontres, discussions, concertations avec les habitants du village, des tribus et des autorités coutumières, un thème a été retenu, c'est le café et la réalisation d'un écomusée du café. Parce que l'histoire du café est une histoire où se mélange l'histoire des Kanaks et celle des autres communautés, et aussi parce que dès son origine, le village de Vaud a eu pour vocation de cultiver le café. Jacques, depuis le départ, lui, il avait porté le projet pratiquement tout seul. Il a pris son bâton de pèlerin et il a fait le tour des sites. Parce qu'il était vrai qu'avant, chacun était dans son coin. Et la réflexion qu'on avait fait à la base, c'était qu'est-ce qui fait qu'on peut se retrouver? Et il se trouve qu'on est ici sur Tchamalé. On est sur les terres de Webouyon, voilà. Sur les agrandissements fonciers, ancienne exploitation, Molédou, Debiens, etc. Au siècle dernier, à Vaud, il y avait 500 hectares de plantés. On produisait entre 300 et 500 tonnes annuellement. Les premiers colons sont arrivés en 1892 et la production s'est quasiment arrêtée en 1978. Quand on parle du café à Vaud, on parle de plus de 100 ans d'histoire. Avant de lancer le café, on a testé pas mal de plantes pour justement mesurer la capacité de nos terres à produire. On a développé par exemple sur le secteur du coton, on a développé les VA, on a développé le tabac, on a développé le mûrier pour le verre à soie. On a tenté différentes plantations et puis après on s'est aperçu que le café poussait très bien et produisait très bien. C'est pour ça qu'on s'est axé sur la production du café aussi bien sur la côte est que sur la côte ouest. Celui-là, là, c'est un arabica et celui-là c'est un Leroy. C'est un Leroy celui-là. Alors le Leroy et le sauvon du café, c'est un café très très recherché, très prisé. Qui contient très peu de caféine et d'un goût excellent. Le roi est très recherché, se vend relativement cher à l'exportation, 40 000 francs le kilo par exemple, il y a des niches à 40 000 francs le kilo. L'arabica de qualité moindre, mais c'est un très bon café également, mais qui produit davantage.
L'écomusée a ouvert ses portes dans les années 2007-2008. On y raconte l'histoire du café, mais c'est aussi un lieu qui doit permettre de ne pas oublier les gestes et techniques du café. La culture du café exige des soins réguliers et un travail constant. Les mois de mars-avril sont consacrés au nettoyage des plantations. Le café fleurit entre mai et juillet. Les cerises mûrissent progressivement et la récolte s'étale dans le temps jusqu'en septembre. Elle nécessite une main-d'œuvre nombreuse. Les grains passent au dépulpeur, on les trempe dans l'eau pendant 24 heures, ils sont ensuite rincés et séchés. Au mois de novembre, on procède au déparchage des grains qui sont triés pour être vendus en qualité de café vert marchand. Traditionnellement, le café était enfin torréfié au feu de bois. Depuis les années 1970, les activités industrielles vont prendre le dessus et les gens vont abandonner la culture du café au profit de la mine et du nickel. Si l'écomusée a principalement pour vocation l'histoire du café, l'association Patrimoine et Histoire de Vaud se préoccupe aussi de la transmission de connaissances et de savoir-faire traditionnels, comme les variétés d'igname et le calendrier des cultures. Les jeunes se révèlent attentifs à ce message, ce qui est de bon augure pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, car ils sont les héritiers de la maison qu'on va leur laisser. Construire un pays, c'est s'intéresser à son histoire, mais c'est aussi prendre en compte son environnement, ses ressources, son économie et surtout les personnes qui y habitent, leur santé et leur culture. Le développement durable s'appuie sur 3 piliers. L'économie, le social, l'environnement, et je rajoute un 4e qui est en fait la gouvernance, la bonne gouvernance, la participation effective des populations qui ont été depuis la nuit des temps marginalisées dans ce domaine-là. Et sur le plan économique, il faut que progressivement nous puissions arriver à contrôler nos richesses. Il faut que le partage de ces richesses devienne équitable. Il faut que par le biais de l'environnement, on puisse créer également des richesses. Si on prend l'exemple de l'exploitation des forêts, on n'a fait que couper les forêts, on n'a pas reboisé. On n'a pas développé la sylviculture. Pourquoi? Parce que la Calédonie a toujours vécu des coups, des coups d'argent, des coups de fric, des coups de politique, des coups de pêche et des coups de chasse. On ne s'est pas investi dans la construction d'un pays à long terme. Excusez le terme, système de la colonisation. Le projet Cognambo se situe résolument dans une volonté politique de rééquilibrage, inscrit dans les accords de Matignon et Nouméa. Pour créer un pays, il faut de l'argent. De plus, ce nouveau projet, porté par la province Nord, a la particularité de se faire en concertation avec la population. Ce sont les raisons qui ont poussé Jacques à adhérer au projet. Effectivement, ici on a devant nous l'usine du Nord qui a été construite pour la valorisation du minerai du massif du Cognambo. Si on remonte un peu l'histoire, le massif du Cognambo a été exploité au siècle dernier. La première exploitation du massif du Cognambo se situe dans les environs de 1880-90. Exploitation manuelle, bien évidemment. L'exploitation manuelle s'est estompée pendant la guerre de 39-45. Les mines vont fermer et le massif du Cognambo va dormir jusqu'à 1998 où on va lancer le nouveau projet porté par la province Nord et va se mettre en place ce complexe industriel important puisque on voit très bien les deux structures là, on a deux fours. On a deux fours qui vont produire chacun 30 000 tonnes, c'est-à-dire qu'on a une capacité de production de 60 000 tonnes an. Conscient des ravages de la mine et des impacts considérables que ce projet va avoir sur l'environnement, fort de son expérience de la mine à Thio,
Jacques va toutefois accepter dès 2007 de présider le comité environnement de KNS pour tenter de faire respecter les principes du développement durable et de limiter les dégâts. Alors, limiter les impacts, c'est se doter de moyens de contrôle, d'indicateurs, et toute une nouvelle démarche. Et la population, par le biais du comité environnemental Konyambo, est associée à la mise en place de cet outil, d'où cette possibilité d'intervenir en amont des problématiques plutôt que de les subir. Auparavant, on subissait, puis on n'avait pas beaucoup d'alternatives pour pouvoir réagir, sinon que l'opposition systématique ou la manifestation. Aujourd'hui, on devient acteur de la construction de notre pays et on se doit aussi de prendre nos responsabilités, pas uniquement sur le plan économique, mais sur le plan environnemental. Pour la première fois, on travaille avec l'opérateur, on va se concerter, on va discuter avec lui. On va parfois s'opposer, ça a été le cas par exemple de l'impact sur la mangrove. À Vaud, la nature est omniprésente. Tous les écosystèmes y sont représentés. La forêt humide dans la Chaîne, le maquis minier et la mangrove y tient une place particulière en raison de son intérêt économique pour les pêcheurs des tribus de Udjo et Gatop, mais aussi écologique et touristique avec le cœur de Vaud. Là, on a 4 sortes de palétuviers. C'est apparemment le Lumnizera. Là, on a le Rhizophora. Au bout, là-bas, on a la Byssenia. On a le palétuvier aveuglant là, qui est ici, qu'on appelle communément le palétuvier blanc. On sait aujourd'hui que la mangrove est un puits de carbone très très important. Elle absorbe beaucoup de CO2. 3 à 5 fois plus de CO2 que la forêt amazonienne. Si la mangrove lui tient à cœur, Jacques a de tout temps considéré les feux de brousse comme un fléau majeur pour la nature calédonienne et les a combattus comme tels. Aujourd'hui, c'est son fils Silvio qui a pris le relais. À l'époque de son enfance, les moyens de lutte contre les feux étaient quasi inexistants et les feux ravageaient des milliers d'hectares dans l'indifférence générale. C'est la raison pour laquelle Silvio est parti se former en métropole pour être pompier professionnel. À son retour, il a intégré le centre de secours de Koné, créé en 1998 par le maire et l'équipe municipale. Aujourd'hui, la région dispose d'une structure et d'un équipement performants. Silvio, qui en est aujourd'hui responsable, estime qu'il y a encore trop de surface brûlée tous les ans. Pour lui, ce qui fait la différence, ce sont les qualités humaines et relationnelles qu'on entretient avec les autres et son entourage. C'est du moins ce que son père lui a transmis. Mon père, c'est un personnage qui est très présent, hein, qui est très présent et, sur toutes les facettes de la vie. Parce que dans notre pays, c'est ça. C'est les relations avant tout, c'est notre relation avec l'humain qui prime. On a le matériel, on a l'argent, mais si on n'a pas la relation forte avec l'humain, ça ne sert à rien d'avoir des outils qui coûtent des millions et des millions et des millions, etc. Si au niveau de l'humain, on est vide, quoi. Voilà. Mais bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a fait que je ne sois pas vide. Disons qu'en s'occupant des autres, il s'occupe de lui. Il en fait trop. Heureusement qu'il y a des personnes comme lui qui en font trop, hein, parce qu'ils deviennent rares. Hein, ces personnes qui ont un regard bienveillant sur l'humain, hein, en général. Hein. Alors, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, le rêve, c'est la moitié de l'action. Voilà. Si on n'a pas de rêve, on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'idéal. C'est vrai que son rêve, il est fort, mais son rêve à lui, c'est vivre, que chaque être humain puisse vivre dans l'amour, dans le respect entre les gens, mais également dans son environnement. Voilà. Donc il se bat pour ce rêve-là. C'est magnifique.
Pour sa famille, la propriété où il vit sur la route de Gatop est un foyer chaleureux et un havre de paix, tout comme pour les visiteurs qui l'accueillent dans le cadre du réseau Bienvenue à la ferme. Il y cultive son jardin sans engrais de synthèse ni de pesticides et il élève des poules et des vaches laitières qui lui fournissent le lait. Ah, du lait frais comme ça, là, il y en a pour ainsi dire plus, quoi, en Nouvelle-Calédonie. On apporte plus de 98% de nos besoins laitiers. Et à l'origine, quand les premiers colons sont arrivés, ils avaient leurs vaches, ils avaient leur lait, leur beurre, leur fromage, ils faisaient tout. Parce qu'ils vivaient presque en autarcie. Aujourd'hui, on est rentré dans le système de consommation, on préfère acheter la boîte de lait en poudre. C'est plus rapide. Et puis ça fait marcher le business, le commerce. Et du lait frais comme ça, là, les gens se battent pour en avoir, il n'y en a pas. Odile, sa femme, s'occupe du conditionnement du lait, de la vente des produits de la ferme, mais elle confectionne aussi d'excellentes confitures, des achars et du sirop, dans le respect des recettes traditionnelles dont elle a le secret. Outre la cuisine, Odile a une autre passion, les plantes. D'origine tonkinoise, elle évoque les folles soirées de ses jeunes années, quand Jacques chantait, accompagné de sa guitare, une chanson qui lui était destinée. Je l'appelle ma petite bourgeoisie, ma tanquille-moisie. Elle est douce, elle est charmante, mais c'est elle que j'aime mieux. J'allais encore à l'école. J'étais très jeune, j'avais à peine 15 ans. Jacques a été mon premier amour, il faut dire. Et j'ai eu un enfant très jeune. J'ai mis mon fils aîné au monde, j'avais 16 ans et demi. Et j'avais à peine 17 ans quand je me suis mariée. Et j'ai eu un deuxième fils qui se nomme Danick. L'aîné, il s'appelle Silvio. Et après toute cette petite famille est née, il y a eu les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. J'ai été 4 fois grand-mère et 2 fois arrière-grand-mère. J'étais grand-mère à l'âge de 36 ans quand ma petite fille est née. C'est jeune parce qu'à 36 ans, je crois qu'on fait encore des enfants. Bon, mais moi, je me suis trouvée grand-mère très jeune. Voilà. Ça va nous faire 53 ans en fin d'année. C'est énorme, hein? C'est beaucoup. Parce que maintenant, les ménages, ils ne durent pas longtemps. Bon, il y a beaucoup de sacrifices à faire dans un ménage, si on veut que ça dure. Il y a des hauts et des bas. Il faut le dire, hein, parce que personne ne peut dire le contraire. Hein, dans les ménages, c'est ça. Dans 3 mois et demi, je vais avoir 70 ans. Et je ne me suis pas rendu compte que les années passaient. Gloria, la petite fille d'Odile et de Jacques, a beaucoup de respect et d'admiration pour ses grands-parents. Elle a décidé de suivre le chemin tracé par son grand-père. Elle élève maintenant des poules et s'est lancée dans la permaculture. Il y a les salades dedans. Alors c'est un petit peu ma petite fierté. Alors je suis super contente parce que ça c'est un tonton. Donc c'est le beau-frère de mon grand-père, Luc, qui m'a filé ça. Alors il faut savoir que cette salade-là, c'est une salade qui date de 1945. Ce sont les salades des Américains quand ils sont venus. Et puis donc c'est des salades, on va dire, avec des graines paysannes. Donc là je les plante, j'en ai planté sur les 3 petites buttes là. Et je vais récupérer les graines. Et puis pour ceux qui veulent, après, voilà, on aura des graines pour tout le monde avec des belles petites salades. C'est pour nous. Alors Pépé, il est, comme beaucoup le connaissent en fait, il est sur tous les fronts. Il a plein de choses en fait à nous apporter. Et puis de son, on va pas dire vieillage, de sa sagesse. Et pour moi c'est un vrai mentor. Il m'apporte énormément. Moi je suis un peu ses traces parce que je me reconnais là-dedans. On revient sur des bases vraies, des vraies valeurs. Mais après on a aussi intergénérationnel, donc on va être pas forcément d'accord sur les choses. Sur le fond oui, mais dans l'approche ça va être complètement différent. Mais c'est ça qui est aussi intéressant. Dans la perspective de promouvoir l'écotourisme dans la région, Gloria partage avec son grand-père le plaisir de faire découvrir aux visiteurs des endroits comme la plage de Gatop et surtout le Cœur de Veau, une mangrove particulièrement remarquable, immortalisée par Yann Arthus-Bertrand, dont la photographie emblématique a circulé aux 4 coins de la planète.
Pour leur permettre d'observer ce site, Jacques a aménagé une plateforme sur le plan du Katepaïk, la montagne qui domine la plaine. Il est à l'origine du premier raid à Thio, la Trans-Thio. Pour lui, le sport se situe dans la continuité de la protection de la nature. Développer un esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement sain. C'est ce qui le pousse à organiser avec sa sœur Gladine le raid de Vaud. Aujourd'hui, les gens sont trop sédentaires, ce qui entraîne des problèmes de santé comme l'obésité. Le raid à l'allure qu'on choisit est une démarche de santé ludique qui permet aux gens de découvrir le pays et de rencontrer des gens dans les tribus. On a commencé par lancer avec les jeunes des petites manifestations. C'était plutôt genre duathlon, une partie course à pied, une partie vélo. Et ça se déroulait au stade. C'était l'ancien stade, c'était pas celui qui est là aujourd'hui, à l'ancien stade. Et bon, les courses à pied se faisaient sur le Katepaïk. Les coureurs donc attaquaient le Katepaïk là jusqu'à son sommet et revenaient, c'était la partie course à pied. Ils sautaient sur les vélos et on avait un parcours Vaud-Unjo, aller-retour. Les raids ont commencé comme ça en fin de compte. C'était, ça fait 30 ans de ça. 90, 92. Oh oui, à peu près. Issu d'une famille sportive, son frère était champion cycliste, Jacques s'est toujours intéressé au sport. Jeune, il a lui-même pratiqué du vélo, du handball et du football. Aujourd'hui encore, toutes les occasions sont bonnes pour se maintenir en forme. Engagé sur le terrain sportif, Jacques l'est aussi dans le domaine culturel. Pour lui, construire le pays ne se conçoit que sur la base d'une assise culturelle forte, un espace qui permet à la fois à chacun de s'exprimer librement et aussi de jeter des passerelles entre les communautés pour forger l'identité d'un peuple en devenir. Dès 2002, il a participé aux réunions publiques qui ont précédé la création du centre culturel Pomemi à Koné. Aujourd'hui, ce centre existe et depuis 2003, il siège au conseil d'administration où il s'investit sans compter, se distingue souvent par son ouverture d'esprit et même son sens de la fête. Moi, ce que je voudrais dire aux vieux, au cœur tout neuf, il sait pourquoi je dis ça, que j'espère qu'il va être auprès de nous pour longtemps et puis il va toujours soutenir les combats qu'il mène jusqu'au bout et qu'il va pouvoir transmettre cette envie de faire les choses, bien faire les choses, tenir son engagement jusqu'au bout, tenir ses rêves pour un monde meilleur. Il croit en ce qu'il fait. Il tient de sa mère son engagement religieux. Il contribue aujourd'hui activement à l'animation de la paroisse. Il a la foi et on peut y voir aussi les racines de son action militante en faveur de l'équité sociale et de la protection de la nature. Pour moi, la religion fait partie de ma culture, intégrante de ma culture. Je suis baptisé. Et ma maman est très pratiquante, catholique pratiquante. Et aujourd'hui, avec le recul, avec l'âge, je suis davantage interpellé par l'évangile, ça fait partie de ma vie. C'est, à mon avis, une démarche indispensable qui nous permet de véhiculer des valeurs essentielles de l'humanité, du respect de son prochain, de l'amour de son prochain. C'est bien souvent ce qui nous manque de la société actuelle, qui est devenue égoïste, qui est devenue individualiste, où les valeurs matérielles vont primer sur les valeurs essentielles de l'humanité. Dieu, c'est tout. Dieu, si nous sommes croyants, c'est le créateur de l'humanité.
Dieu, c'est la personne, c'est le personnage référent. C'est très mystérieux. L'humain, quelque part, il est rattaché à quelque chose. Ce qu'on appelle l'au-delà. C'est ce qu'on appelle la fameuse notion de foi qui fait de nous des croyants. J'ai remarqué quand les gens sont dans la détresse, la difficulté, ils vont venir à l'église et ils vont venir prier. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'autour d'eux, il n'y a plus rien qui peut leur apporter ce qu'ils recherchent ou ce qu'ils souhaiteraient. Et on va prier, on va prier. À l'écoute des gens, Jacques est un citoyen ordinaire, mais c'est aussi un homme debout, qui résiste dans la tourmente et tient le cap. Tonton Moustache, comme l'appellent ses amis, a fait bouger les lignes. Il a payé de sa personne pour construire le pays.